Le cannabis a été légalisé en grande partie pour protéger la santé du public. Le docteur Robert Perrault en discute avec des experts. Bonjour. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le docteur Didier Jutras-Assouad, qui est professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal, mais qui est également un expert en toxicomanie, un chercheur au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il s'intéresse entre autres aux nouvelles modalités d'intervention en matière de toxicomanie et il est un expert en matière de cannabis. Il a été consulté à tous les niveaux du processus d'évolution des lois que nous connaissons et il me fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Didier, bonjour. Bonjour. On va parler de santé mentale. Et j'aimerais bien qu'on commence par la chose qui préoccupe tout le monde, le rapport entre le cannabis et la psychose. Alors, c'est une histoire qui est très complexe, cette histoire-là entre le cannabis et la psychose, je dirais, qui est des inquiétudes qui remontent à maintenant, on parle de plus de 30 ans, en fait, des données qui émanaient essentiellement de la Scandinavie, où on notait dans des grandes études épidémiologiques que les gens qui consommaient du cannabis avaient un risque beaucoup plus élevé de développer une schizophrénie. Ce qui, évidemment, entraîné beaucoup de préoccupations dans la communauté scientifique sur justement le lien entre le cannabis et la psychose. Est-ce que le cannabis, par exemple, cause la psychose? Et ça en est suivi, je dirais, une épopée scientifique de plusieurs années, encore maintenant, sur une tentative de comprendre c'est quoi le lien entre le cannabis et la psychose. Peut-être le premier pas, c'est d'abord de définir ce que c'est la psychose. Oui, oui. Parce que ça semble peut-être parfois évident pour des gens qui travaillent en santé mentale, ça l'est peut-être moins pour d'autres personnes. Essentiellement, quand on parle de psychose, on parle d'un ensemble de symptômes qui parlent quelque part d'un dérèglement, notamment au niveau du fonctionnement cérébral, et qui fait en sorte que certaines personnes vont, jusqu'à un certain point, perdre un peu le contact avec la réalité. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, des gens qui vont avoir des hallucinations, qui vont entendre des voix, qui vont voir des choses que les gens autour d'eux ne voient pas. Ça peut être aussi au niveau des pensées, par exemple, où les gens vont avoir des pensées qui peuvent être parfois un peu bizarres, irréalistes. Des gens qui, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle de la paranoïa, se croire menacés alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Et lorsqu'on essaie de comprendre un peu le lien entre le cannabis et la psychose, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un consomme du cannabis, la plupart des gens ne vont pas développer de symptômes psychotiques. Non, c'est déjà rassurant. Et par ailleurs, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une minorité des gens qui, lorsqu'ils vont consommer du cannabis, peuvent voir apparaître et vivre des symptômes de psychose, comme ceux que je décrivais à l'instant. On s'entend que chez la majorité de ces gens-là qui vont vivre des symptômes de psychose liés au cannabis, ces symptômes-là vont durer de quelques minutes, parfois quelques heures, et spontanément, sans intervention, les gens sont à la maison ou avec des amis ou peu importe, vont voir ces symptômes-là disparaître, sans conséquences à plus long terme. OK. Cela étant dit, il y a quand même une certaine partie de ces gens-là qui vont vivre ces symptômes de psychose lorsqu'ils vont consommer du cannabis, qui vont voir ces symptômes-là, pas nécessairement s'en aller après quelques minutes ou quelques heures, ils vont voir ces symptômes-là perdurer, parfois quelques jours, parfois quelques semaines. Et c'est ce qu'on appelle en général en clinique les troubles psychotiques induits par le cannabis, ou en langage, je dirais, clinique plus commun, les psychoses toxiques, les fameuses psychoses toxiques. OK. Donc ça, c'est une catégorie d'expérience qui peut arriver à une catégorie de personnes? Oui, bien ça, puis on pourra en parler. Évidemment, ce n'est pas tous les gens qui vont développer... On pourra voir après. Je vous laisse continuer sur le registre. Donc, essentiellement, les gens qui vont vivre une psychose toxique, c'est des gens qui vont avoir consommé du cannabis et qui vont voir apparaître des symptômes psychotiques qui prennent un certain temps avant de s'amender et de disparaître. Et ce qu'on voit aussi chez certaines personnes, là, on parle vous savez, on commence à parler d'un sous-groupe Absolument. De gens qui, lorsqu'ils vont vivre des symptômes psychotiques secondaires au cannabis, vont finalement se voir à certains moments dans leur vie, développer une maladie psychotique qu'on dit plus chronique ou primaire, qui peut s'appeler par exemple la schizophrénie ou le trouble délirant ou d'autres troubles psychotiques qui vont vraiment finalement s'avérer une maladie plus chronique à plus long terme. Évidemment que la grande question chez ces gens-là, c'est est-ce que le cannabis a causé la schizophrénie? Vous avez lu dans mes pensées. Alors, et la question n'est pas simple. Essentiellement, je dirais que les données scientifiques semblent nous indiquer que le cannabis seul ne serait probablement pas suffisant ou très rarement suffisant pour causer une schizophrénie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maladie psychotique chronique, comme la schizophrénie, ce sont des maladies qui sont complexes et qui, en général, nécessitent quand même plusieurs facteurs chez une même personne
arrivant en même temps pour faire en sorte que la personne va développer une schizophrénie. Le plus classique, c'est souvent des gens qui vont avoir eux-mêmes une vulnérabilité au niveau biologique, au niveau héréditaire, chez qui il va y avoir certains stresseurs, chez qui il peut y avoir, par exemple, la consommation de substances qui va faire en sorte que cette personne-là va développer une maladie psychotique. Et en fait, parce que quand même, c'est pas un consensus, mais quand même pas mal d'évidence, puis je dirais un certain consensus chez les experts que le cannabis serait un de ces ingrédients-là qui pourrait faire en sorte que certaines personnes avec un bagage donné ou des vulnérabilités au niveau de la maladie psychotique vont développer une maladie comme la schizophrénie. Oui. J'ai lu parfois que ça pouvait accélérer le processus. Donc, c'est cette contribution-là qui ferait qu'on peut développer une schizophrénie un petit peu plus tôt dans la vie. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Oui, bien, c'est-à-dire que je pense que le cannabis peut, certains nous indiquent que le cannabis peut être un des ingrédients déclencheurs de la psychose. Et on sait aussi, on commence à avoir des données qui nous montrent aussi que le cannabis semble faire en sorte que les gens vont développer une maladie psychotique plus tôt. Plus tôt. Et ça, c'est pas bénin parce qu'on sait qu'en général, les gens qui développent une maladie mentale de façon générale, mais particulièrement les maladies psychotiques plus tôt, ont souvent un pronostic ou une évolution qui est parfois moins favorable. Donc, c'est quand même pas une association qui est bénigne. Effectivement. On a raison de s'inquiéter. On sait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour 100 % de la population, que plus on avance dans la progression que vous venez de décrire, il y a de moins en moins de monde. Il n'en demeure pas moins que quand on entend ça, quand on est un parent ou quand on est un enseignant ou même un citoyen ordinaire, on est inquiet et on pense prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour repérer ou aider ces gens-là? Bien, vous savez, c'est le grand défi, à mon avis, même quand on parle de cannabis, de santé mentale, c'est certain que ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Mais il faut garder en tête que la majorité des gens qui consomment du cannabis ne vont pas vivre des effets délétères sur le plan de la santé mentale. Alors, d'une part, il faut se préoccuper de ces gens-là qui sont des consommateurs, qui ne vont pas nécessairement avoir un usage problématique ou vivre des conséquences négatives. Puis s'assurer aussi que ce qu'on fait, autant au niveau de la prévention que des modalités d'encadrement, prennent en considération les besoins de la majorité des gens qui consomment et qui ne vont pas développer des gros problèmes. Cela étant dit, ce avec quoi aussi il faut, à mon avis, jongler, c'est se préoccuper de cette minorité de gens qui est quand même significative, qui, eux, sont plus à risque, s'ils consomment du cannabis, de vivre des effets délétères sur le plan de la santé mentale. Et effectivement, il faut s'assurer de mettre en place des éléments de prévention, des interventions qui vont vraiment s'assurer qu'on minimise les risques dans la mesure du possible, que ces gens-là qui sont vulnérables, éventuellement, développent des problèmes associés à la consommation de cannabis. J'étais à un congrès récemment et avec plusieurs collègues psychiatres, et 100 % de ces gens-là voyaient des jeunes schizophrènes qui consommaient du cannabis. Et je me demandais si c'est une question d'œuf ou de poule. On pense, là, on vient de régler un petit peu un problème de la direction, de l'évolution de ces problématiques-là. Mais par contre, on lit ailleurs qu'il y aurait parfois, avec le CBD, un effet plus thérapeutique parfois chez les jeunes psychotiques. Pouvez-vous nous parler de ça un petit peu? Bien, en fait, vous savez, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que ce n'est pas tous les gens qui vont éventuellement développer des symptômes psychotiques quand ils consomment du cannabis. On sait qu'il y a des facteurs individuels qui font en sorte que lorsque quelqu'un s'expose au cannabis, il y a plus ou moins de chances de développer des symptômes comme ça. Il y a d'autres facteurs qui viennent en fait, en quelque sorte, moduler ou changer le risque que quelqu'un développe des symptômes de ce type-là. Et un de ces facteurs-là, c'est la substance qui va être consommée. Non seulement en termes de fréquence ou d'intensité de consommation, parce qu'on sait que les gens consomment des doses élevées, des fréquences élevées, ça semble associé à un risque plus élevé d'avoir des dose élevée, fréquence élevée, absolument. Et ça, âge précoce, j'imagine. Et effectivement, l'âge précoce également. Donc, des profils de consommation qui sont associés à un risque plus élevé sur le plan de la santé mentale. L'autre facteur, c'est ce qui se retrouve dans le cannabis qui est consommé. Et je dirais que deux des éléments maintenant qu'on a bien identifiés, pour lesquels on commence à avoir certaines données, évidemment, c'est le THC, qui est bien connu, et le cannabidiol, qui est un des autres cannabinoïdes qu'on rencontre évidemment fréquemment dans le cannabis. On semble avoir certaines données qui montrent que plus les taux de THC sont élevés, plus le cannabis peut être une substance qu'on dit psychotomimétique, donc qui peut induire des symptômes psychotiques chez certaines personnes. Et on semble voir un peu, je dirais, une relation inverse avec le cannabidiol. Avec le cannabidiol. Où le cannabidiol, on a certaines indications, des données qui sont beaucoup moins robustes, je dirais, que pour l'effet du THC sur l'association entre le THC et psychose, des données moins robustes, mais tout de même des données émergentes qui nous montrent que le cannabidiol pourrait possiblement diminuer les symptômes psychotiques qui sont, eux, induits par le THC. Ça va de
d'études où on montrait, par exemple, qu'on administrait du THC avec du cannabidiol, puis on administrait du cannabidiol, moins il semblait y avoir des symptômes psychotiques induits par le THC. À même des études, une étude récente d'ailleurs dans les derniers mois, publiée en 2018, une étude où on a administré du cannabidiol à plus forte dose en adjuvant un traitement antipsychotique chez des gens qui avaient une maladie psychotique, afin de diminuer les symptômes psychotiques, où on a vu finalement un signal qui était, je dirais, faible, mais tout de même, qui allait dans le sens de cette idée que le cannabidiol pourrait, en quelque sorte, là, diminuer un peu les symptômes psychotiques. Donc, on n'a pas affaire à une panacée, mais on a affaire à quelque chose qui mérite d'autres études. Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose de... Effectivement, c'est certainement pas une panacée. C'est pas demain que le cannabidiol va devenir un traitement seul pour la schizophrénie. Je pense qu'on a besoin de davantage... C'est important de le noter parce que le cannabidiol a bonne presse. Oui. Et il est soupçonné d'avoir beaucoup de bienfaits. Oui. Et on parlera un peu de l'état de la recherche après, mais je pense que cette prudence-là est de mise également. Rigueur. La rigueur est toujours importante. Et puis souvent, dans le champ des cannabinoïdes, on a tendance, je pense, de façon globale, comme communauté scientifique, à être très enthousiaste, autant quand on vient le temps de découvrir des effets potentiellement néfastes que des effets potentiellement thérapeutiques des cannabinoïdes. Et je pense qu'il faut faire un appel justement à cette rigueur-là et à s'assurer, comme on le fait toujours, on devrait le faire en science, d'y aller étape par étape de façon très rigoureuse. C'est tout un défi. C'est tout un défi. Parlons un peu des effets du cannabis sur les fonctions cognitives. On entend parler des fonctions exécutives, on entend parler de la mémoire et tout ça. C'est quoi les effets qu'on peut anticiper? À court terme, disons. Puis ensuite, regardons un peu le long terme. Oui, je dirais qu'à court terme, l'histoire est peut-être un peu plus simple. À long terme, c'est là que ça se complexifie. Ce qu'on sait à court terme, lorsqu'on, par exemple, en laboratoire, on va administrer du cannabis à des humains, finalement, on voit une altération de plusieurs des fonctions cognitives, que ce soit sur le plan de la mémoire, de l'attention, et pour une période qui peut aller de quelques minutes à quelques heures. Maintenant, la grande question, ce que beaucoup d'intérêt déjà dans la communauté scientifique, c'est ce qui advient des gens qui consomment du cannabis chroniquement et qui arrêtent de consommer. Est-ce que le cannabis peut avoir des effets à long terme, des effets délétères même à long terme, ou peut-être même irréversibles sur la cognition? Et je dirais qu'à ce stade-ci, c'est encore difficile de savoir si c'est le cas. Ce qu'on remarque dans certaines études, c'est que les gens qui consomment du cannabis semblent, même après avoir arrêté de prendre du cannabis, avoir un profil de fonctionnement cognitif qui est un peu moins bon que des gens qui se sont peu exposés au cannabis, ou qui ne se sont pas exposés au cannabis. Maintenant, il y a toutes sortes d'autres raisons, évidemment, qui peuvent expliquer ça. Ça peut être parce que ces gens-là, déjà à la base, avaient un fonctionnement cognitif qui était peut-être un peu moins bon. Ça peut être parce que ces gens-là étaient, pour toutes sortes d'autres facteurs, notamment sur le plan biologique, étaient amenés de toute façon éventuellement à avoir un déclin de leur fonction cognitive. Donc, je dirais que tout ça n'est pas clair, mais c'est une des choses qui est claire, c'est que lorsque quelqu'un consomme activement du cannabis, on peut voir une altération de certaines des fonctions cognitives. Je vois là aussi des possibilités d'études longitudinales qui n'existent pas ou qui sont en cours. On a certaines études, je dirais qu'on a certaines pièces du puzzle, mais il nous manque, je pense, des études plus larges, des études avec beaucoup de gens, des études chez qui aussi on pourrait vraiment avoir réellement longitudinales, donc qui commencent très précocement dans le développement cognitif des jeunes, puis qu'on puisse les suivre tout au long de leur vie pour voir un peu si l'évolution de leur fonction cognitive. C'est le moment rêvé pour parler de la recherche. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la recherche à ce jour, puis où est-ce qu'on doit aller? Oui. Vous savez, il y a beaucoup qui portent cette idée qu'on ne sait rien sur le cannabis, notamment quand il est le temps de procéder à la légalisation, puis tout ça. Puis ça, je pense que c'est certainement une exagération. On a quand même plusieurs décennies de recherche sur le cannabis. Le THC a été identifié maintenant, il y a 40-50 ans dans des laboratoires, Raphaël Mikulam en Israël. Donc, on a quand même un certain recul. Il y a une certaine, je dirais, une certaine littérature qui nous permet de comprendre ce que contient cette plante-là. On a des cannabinoïdes pour lesquels on commence à avoir un certain nombre de données, qu'on parle du THC, du CBD. Donc, on comprend certains morceaux du cannabis et de ses effets sur la santé. Maintenant, là où je pense qu'on a beaucoup à comprendre, c'est vraiment dans des connaissances qui sont un peu plus raffinées. Par exemple, comment le cannabis, selon le dosage en cannabidiol, en THC, selon d'autres composantes qu'on peut retrouver dans le cannabis, chez différents types de personnes, peut avoir des effets différents. Ça soulève à la fois des opportunités et des questions extrêmement intéressantes parce que ce qu'on voit dans le marché légal maintenant, c'est des produits de cannabis dont on va connaître le dosage, tant en THC qu'en cannabidiol.
on ne connaît pas le profil des consommateurs. L'adéquation entre les deux est à trouver, mais est-ce que ça ne devient pas extrêmement important de mener ce genre d'études-là, puisque maintenant on va commercialiser le produit? Absolument. On a une opportunité. Les gens vont pouvoir choisir les produits qu'ils vont consommer, notamment sur la base de ce qu'ils contiennent. Et si on veut utiliser cette possibilité-là, hein, je dirais cette opportunité sur le plan de la santé publique, notamment d'avoir des utilisateurs de substances qui sont mieux informés sur ce qu'ils vont consommer, bien, il faut aussi avoir les données pour leur donner cette information-là. Voilà. Et actuellement, c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un, bien, le cannabis que tu vas acheter, qui a 18 de THC avec 2 de CBD, bien, à quoi tu peux t'attendre compte tenu de ton profil, toi, personnel, de ton expérience avec la substance, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment une superbe opportunité. Puis oui, le fait que, dans le fond, les produits qui vont être sur les tablettes, on va être bien identifiés pour savoir ce qu'ils contiennent, c'est, à mon avis, une belle opportunité là, de mieux faire sur le plan de la santé publique, si évidemment on a les données pour bien informer les utilisateurs. En attendant d'en savoir plus, on sait que nous-mêmes allons publier avec d'autres aussi des recommandations de consommation prudente, à faible risque, relativement faible risque, et dans lesquelles on recommande aux gens de commencer à petite dose, d'essayer de comprendre leur réaction à tel ou tel autre type de produit. Est-ce que vous trouvez que c'est prudent d'agir comme ça de façon générale, tant qu'on n'en sait pas plus, en tout cas? Oui, puis j'aurais même tendance à dire, même quand on va bien savoir tout ce dont on parlait à l'instant, il reste que les substances, puis le cannabis en est un bon exemple. Les gens réagissent différemment aux substances. Les substances, il y a une certaine part d'imprévisibilité. On a beau penser qu'une substance avec tel taux de THC, tel taux de CBD a plus de chances ou moins de chances d'avoir tel effet, mais il reste que les gens répondent différemment à cette substance-là. Donc, cette approche prudente, on dit aux gens, bien, vous voulez vous exposer à cette substance-là, vous voulez la consommer, oui, mais commencez par des petites doses. Voyez comment vous réagissez. Je pense que c'est une approche très prudente qui est intéressante maintenant, particulièrement maintenant alors qu'on n'a pas toutes les données sur le cannabis, mais qui pourrait continuer à être, je pense, de très, très bons conseils à donner, même lorsqu'on va savoir plus précisément si, par exemple, il y a des seuils de THC ou de CBD qui sont associés à plus ou moins de problèmes sur le plan de la santé. C'est un domaine fascinant. C'est un domaine qui, maintenant qu'on a le droit d'en parler, va devenir, je l'espère en tout cas, quelque chose de plus partagé. Moins secret pour les chercheurs qui, jusqu'à maintenant, travaillaient presque dans l'ombre, et beaucoup plus intéressant pour le public consommateur. Alors sur ça, je vous remercie infiniment d'être venu faire cette conversation cannabis avec nous. C'est un plaisir.